Bien, bonjour à tous et bonne année. Comme je l'ai dit, jusqu'au 30, je dis bonne année. Chaque fois que je commence, et bon appétit si vous êtes à table. Dans un instant, on va recevoir Mme Sabrina Robin. Bonjour. Bonjour. Elle est avec nous déjà. Elle est présidente de la commission tourisme du conseil départemental, avec elle on parlera un petit peu du tourisme. On parlera un petit peu de Désirade aussi, puisqu'elle est de Désirade. Un peu plus tard, on va recevoir une autre personne qui parle aussi du tourisme, Catherine Cadreau. Présidente de l'UMH, directrice du premier syndicat patronal du secteur CHRD. Elle va nous expliquer tout ça dans un instant. Et puis une autre femme avec nous, c'est la vice-présidente de la commission culture et patrimoine de Cap Excellence, c'est Francesca Fescoul, avec elle on parlera du carnaval, puisque le carnaval a déjà débuté et il y a beaucoup de choses à faire et à dire là-dessus. Et puis on terminera avec la chronique de Marilène Ferdi, l'actualité. On reviendra un petit peu après de le premier invité. Alors Sabrina, merci d'être avec nous. La première question que je vais vous poser, comment se porte la Désirade? Mais écoutez, déjà bonjour M. Zandronis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et puis très belle année 2025, c'est l'occasion, nous sommes encore au mois de janvier. La Désirade, ça va? Il y a un médecin maintenant? Il y a un médecin qui vient, pas comme on voudrait encore malheureusement, parce que c'est vrai que nous sommes passés d'une situation où nous n'avions pas de médecin du tout. Nous avons réussi à trouver une solution avec le docteur Laverne en partenariat avec l'ARS. Donc il y a un médecin qui assure des permanences, qui est là environ 3 jours par semaine, mais qui n'est pas encore là. Est-ce que c'est suffisant? Non. C'est pas suffisant. Non, clairement non. La volonté de la population et puis la volonté de l'ensemble des élus, c'est que nous puissions retrouver une situation comme nous avions il y a maintenant plusieurs années. Mais qu'est-ce qui empêche ça? Qu'est-ce qui empêche de trouver une situation normale? Mais écoutez, qu'est-ce qui empêche? En tout cas, pour moi, il n'y aurait pas de frein institutionnel, puisque avec le maire Loïc Tonton, nous avons vraiment tapé à toutes les portes, que ce soit les collectivités majeures, régions, départements, la CARL, même l'ARS. Le retour qu'on a, c'est qu'ils ont cette volonté très forte de pouvoir nous accompagner sur l'installation de médecins à la Désirade. La municipalité de la Désirade, avec ses petits moyens, mais quand même à disposition, je le rappelle, un hébergement que nous avons totalement refait, que nous avons meublé. Nous pouvons même mettre à disposition une voiture le temps que le médecin s'installe. Nous mettons à disposition aussi le cabinet médical qui va être rénové très prochainement. Mais c'est, je pense malheureusement que nous sommes frappés, comme malheureusement partout ailleurs, par la pénurie de médecins. Ah, c'est une pénurie de médecins, c'est le désert médical, quoi, c'est ça? Voilà, je crois qu'au-delà des conditions d'installation, de l'étroitesse du territoire de la Désirade, il y a quand même une patientèle qui est là, puisque je rappelle, le médecin généraliste, n'ayant pas de spécialiste sur le territoire, assure les gardes. Donc, je veux dire, il y a du travail pour le médecin, mais c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de médecin qui est prêt à venir à s'installer et rester à demeure à la Désirade. Ça veut dire qu'un jour, il faudra qu'un jeune désiradien se lance dans l'étude de médecine? Mais écoutez, c'est le cas. Ah, c'est le cas. Nous avons des jeunes désiradiens qui sont, je crois, sur la 5e ou 6e année de médecine. Ben, encore un peu de patience. Mais encore, il faut espérer qu'ils aient ce souhait de venir s'installer à la Désirade, tout en sachant que le médecin doit faire ses armes au début de sa carrière. Bien Donc sûr. voilà, mais nous avons bon espoir que dans quelques années, en tout cas à plus long terme, nous aurons une situation beaucoup plus stable. Donc c'est vrai que nous avons ces permanences, ce n'est pas une solution pérenne, ce n'est pas une solution idéale. En tout cas, ça permet aux médecins, aux personnes qui ont un suivi long, de pouvoir renouveler leur ordonnance, de pouvoir consulter quand même une fois dans la semaine. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il y ait un accident un jour et que on soit obligé d'envoyer quelqu'un en Guadeloupe avec hélicoptère, je sais même pas. C'est le cas, écoutez, c'est la réalité d'un territoire. Nous avons une route, nous avons des véhicules, nous avons des visiteurs. Il peut y avoir un accident de la route, il peut y avoir une situation de santé qui nécessite une urgence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le service des urgences du CHU avec le SDIS qui sont très mobilisés. Et puis nous avons la priorité sur l'hélicoptère. Ce fut encore le cas hier. Nous avons eu un accident. Malheureusement, le Dragon a été assez réactif. Donc ça permet de pallier le temps d'avoir une solution beaucoup plus pérenne qu'on attend tous et qu'on souhaite tous. Alors, l'autre question sur la Désirade, avant de parler du tourisme, c'est le déplacement en bateau, transport maritime. Alors, comment ça va? Ben écoutez, pour l'instant, les sargasses, c'est vrai que nous sommes dans une période où il n'y a pas beaucoup d'échouements. Nous avons eu cette année une forte mobilisation du conseil départemental, de la municipalité aussi. Vraiment que je remercie, puisqu'au niveau du conseil départemental, la priorité a été mise sur la protection de l'entrée du port de Beauséjour. Donc nous avions à demeure des machines sur le territoire qui permettaient de retirer les sargasses aussi rapidement qu'elles arrivaient. Donc le port n'a pas été obstrué, ou s'il a été pas moins d'une journée.
Et sinon, la continuité territoriale, elle est effective aujourd'hui grâce à un jeune entrepreneur de Lille qui a repris la société Comadil. Et nous avons, au moment où je vous parle, des rotations tous les jours. Tous les jours, mais à quelle heure? Tous les jours, donc une rotation le matin, une rotation l'après-midi. L'après-midi. Même le week-end? Même le week-end? Même le week-end. Aujourd'hui, nous avons des rotations tous les jours grâce à ce jeune entrepreneur. L'idéal, bien entendu, c'est qu'on puisse avoir cette délégation de services publics. Donc, on y travaille. On y travaille, on a l'appui des parlementaires, l'appui des collectivités dessus. Parce que je me souviens qu'on a inauguré un aérodrome. Aussi, la piste de l'aérodrome a été entièrement refaite. Elle a été améliorée. Le conseil départemental, c'est l'aérodrome appartient au conseil départemental. Je sais qu'actuellement, il y a des études qui sont faites afin de pouvoir avoir des rotations commerciales. Donc, il y a des consultations qui sont en cours. Bon, alors on parle un petit peu de tourisme, on va commencer par votre île. Est-ce que du point de vue touristique, vous avez le sentiment que la Désirade, comme les autres îles du Sud, Marie-Galante-les-Saintes, du point de vue touristique, ça va comme on souhaite? Ça ne va jamais comme on souhaite parce que nous sommes exigeants pour nos territoires. Nous souhaitons l'excellence, vraiment, mais j'ai envie de dire que nous évoluons sur cet aspect-là, avec bien entendu la collaboration, je l'ai dit, de la navette maritime, puisque bien entendu, sans liaison maritime ou aérienne, pas de touristes. Donc déjà, cette stabilité nous permet d'avoir plus de visibilité à long terme. Il y a de plus en plus de Désiradiens, je pense, qui ont pris conscience aussi de ce potentiel de développement du territoire. Donc nous avons des jeunes qui investissent sur des gîtes, sur des hébergements et qui proposent une gamme différente avec des services à la pluie. Donc, en tout cas, l'offre est en train de se structurer sur le territoire de la Désirade. Et puis, il y a aussi la CARGE, avec le maire, qui est président de la CARGE, Loïc Tonton. Et puis, c'était une dynamique qu'on avait déjà engagée depuis le début de la mandature avec des manifestations. La fête du Cabri. Par exemple, la fête à Cabrit, mais qui va arriver sur sa 20e édition cette année, qu'on essaie de faire, de donner de plus en plus d'envergure, de plus en plus de visibilité. Il y a un travail qui est mené avec l'Office du tourisme de la Riviera du Levant pour proposer à nos visiteurs des packages, c'est-à-dire quand ils viennent, qu'ils puissent rester plusieurs jours, qu'on fasse vivre au-delà du transport maritime, les loueurs de véhicules, les hébergeurs sur leur territoire, et puis qu'il y ait de l'animation. Et sur les animations, on essaie aussi toujours de laisser de la place aux acteurs locaux. Nous avons des groupes de musique locaux, nous avons des jeunes qui essaient de se lancer, donc on essaie aussi de les valoriser. Mais au-delà de la fête à Cabrit qui existe depuis longtemps, depuis l'année dernière, nous avons avec la Fédération guadeloupéenne du carnaval, c'est le moment justement, un partenariat où nous avons, c'est ce dimanche, un défilé sur la Désirade de la FGC en partenariat avec les acteurs locaux. Parce que vous savez qu'au niveau du CTIG, ça veut dire Commission du tourisme des îles de Guadeloupe. Oui. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette île de Guadeloupe, c'est du Sud, est prise en compte suffisamment au niveau touristique, c'est-à-dire au niveau, pas seulement de la Guadeloupe, mais au niveau même international? Comme je le dis, pour moi, notre argument à l'échelle de la Caraïbe, c'est que la Guadeloupe, ce n'est pas une île. Quand vous venez en Guadeloupe, c'est un archipel. C'est un archipel d'îles, c'est un ensemble d'îles, et chacune a sa singularité. C'est clair. Sur chaque île, il y a des trésors à vendre. C'est pour cette raison que quand je ne dis même plus la Guadeloupe, je dis l'archipel de Guadeloupe. Et je crois que c'est ce qui fait notre richesse sur le territoire, au-delà de tous les aspects patrimoniaux, culturels, historiques, mémoriels. Et c'est cette identité qu'on a sur chaque île, et puis chaque population de chaque île a aussi des choses à offrir. Je veux dire, la population des îles du Sud est une population qui est très accueillante. Ils sont contents de recevoir des visiteurs, ils savent accueillir. Ils savent aussi bien vendre et promouvoir leur île. Moi, je sais que nous avons des Désiradiens passionnés et qui le font de façon totalement bénévole, mais qui parlent de leur île avec passion et qui ont une connaissance du territoire qu'ils n'hésitent pas à essaimer, à diffuser. Donc, c'est mon combat en tout cas, peut-être pas suffisamment aujourd'hui valorisé, on n'en parle pas suffisamment. Je veux dire, je prends l'exemple de Terre de Bas avec Moïra André, la Miss Guadeloupe, 3e dauphine de Miss France. Terre de Bas a eu les projecteurs sur Terre de Bas. Marie-Galante aussi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc c'est à nous, chaque Guadeloupéen, de prendre conscience que nous sommes un archipel, qu'il y a plusieurs communes, mais que chaque commune a des trésors à offrir. Et puis je me dis,
je ne veux pas non plus faire le focus que sur les îles du Sud. Parce qu'il y a des on va parler de communes qui l'intérieur. sont un peu Non, plus... je vais les îles du Sud d'abord. Non, mais je veux dire, il y a des communes qui sont un peu plus excentrées et aussi qui méritent de découvrir autant que la Désirade ou Terre de Bas ou Terre de Haut. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une série d'îles. Bon, je vais parler des îles du Sud parce que je sais que quelquefois, les Iliens du Sud disent qu'on les oublie un petit peu. C'est vrai. Donc, j'ai voulu faire un petit focus d'abord sur les îles du Sud et particulièrement sur Désirade. Alors, est-ce que, je pose la question, est-ce que Désirade, parce que je sais qu'à Marignan, la question s'est posée, est-ce qu'à Désirade, la question d'un hôtel, d'un complexe hôtelier s'est déjà posée? Ou est-ce que c'est souhaitable? Alors, est-ce que la question se pose? Bien entendu, parce que quand nous avons des manifestations telles que la fête à Cabrit et comme nous avons eu le tour cycliste, le prologue du tour cycliste l'an dernier, je crois il y a 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir sur la Désirade. Si notre souhait c'est de pouvoir les faire rester plusieurs jours, il faut que nous soyons en capacité de les héberger. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas suffisamment de capacité d'hébergement au regard de la volonté de développement touristique et économique de l'île que nous avons. Après, est-ce que c'est souhaitable? C'est une question à se poser. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les Désiradiens investissent pour proposer une offre particulière aux visiteurs avec des services qui sont différents de ce qu'on peut retrouver sur des communes qui sont très touristiques. Donc je pense qu'il faut avoir une juste mesure, aller vers le développement d'hébergement, si c'est une structure hôtelière, qu'elle soit dans une dimension à l'échelle de la Désirade, mais surtout qu'elle ne soit pas en concurrence avec ce qui existe aujourd'hui sur le territoire et qu'elle permette aux Désiradiens, bien entendu, de travailler. C'est un projet qui doit se construire avec les Désiradiens, pour les Désiradiens, pour la Désirade. Donc c'est dans l'air. C'est dans l'air. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des ambitions. Pour l'instant, il n'y a pas de projet, quelque chose qui soit bien fléché ou défini. Ce qui est plus d'actualité aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont vraiment envie d'investir, qui sont en train de construire des gîtes ou même des villas pour la location touristique. Parce qu'en fait, il faut le dire aussi, on va quitter Désirade, mais le dernier mot, c'est que Désirade a une biodiversité particulière aussi. Une biodiversité particulière. Nous avons eu la mission justement de l'Office français de la biodiversité en cours d'année qui est venu voir toute la biodiversité qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'elle soit marine ou terrestre. Et c'est vrai qu'on a encore découvert de nouvelles espèces. Et même des iguanes rares aussi. Hein. L'iguane rare, l'iguane delicatissima qu'on ne trouve plus qu'à la Désirade et à Petite Terre et qu'on protège. C'est vraiment notre trésor. Il est emblématique. On fait très attention à ce que l'iguane commun ne vienne pas prendre sa place. Ce serait dommage. Le dévorer. Voilà. En fait, il est beaucoup plus invasif, l'iguane commun, celui qui a la queue rayée. Donc, il y a une éducation qui est faite avec l'association. Les deux cohabitent quand même? Non. Non, puisqu'en fait, une fois que l'iguane commun arrivera, celui qui a la queue rayée... Il n'est pas encore arrivé? Il est arrivé, mais on le retire. C'est-à-dire, dès qu'on en voit un, on le renvoie. On le renvoie à la mer. On le renvoie parce que c'est une espèce qui peut s'hybrider avec l'iguane tout vert qu'on a à la Désirade et on perdrait cette espèce-là. Oui, c'est le seul endroit où moi j'en ai vu. Oui, on en voit beaucoup. D'ailleurs, on les voit traverser la route. Une dernière chose, il y a aussi des pierres précieuses à la Désirade. Tout à fait. Je connais bien votre pays. C'est ce que je vois. Mais effectivement, c'est au-delà de la biodiversité des plages. On a des caractéristiques géologiques qu'on n'a pas ailleurs. D'ailleurs, on a une réserve naturelle géologique sur la section de Bémao. Protégée? Qui est protégée. On n'a pas le droit de faire de prélèvement. Mais on a une association qui propose des visites guidées gratuitement, qui est l'association Titè. Je vous invite à aller regarder sur les réseaux, où avec passion, ils vous racontent vraiment l'histoire de la formation géologique de l'île de la Désirade et puis toutes les différentes pierres que l'on peut trouver. Et on a aussi un atelier lapidaire où Madame Tonton taille ses pierres en fait de bijoux magnifiques. Il fait de belles choses. Bien, alors parlons un petit peu de la Guadeloupe. Alors, du point de vue touristique, comment l'année qui vient de s'écouler, 2024, a été perçue par vous en tant que président de la commission de tourisme? Est-ce que les choses vont comme vous souhaitez ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres choses à augmenter, à améliorer? Écoutez, d'un point de vue touristique, on garde toujours comme référence l'année 2019, qui était l'année d'avant Covid, où la fréquentation touristique des îles de Guadeloupe était à son apogée. Tout à fait. Donc, on avait près de 2 millions de visiteurs, à l'aéroport, exactement. Je me souviens. Et c'est vrai qu'on tend progressivement à remonter vers ces chiffres. On n'y est pas encore, on s'y approche. Donc j'ai envie de dire que l'activité touristique reprend, qu'il y a une forte mobilisation des collectivités, puisque je vois que les EPCI
commencent à se mobiliser. Aujourd'hui, chaque EPCI a son office de tourisme intercommunal. Oui. Donc, il y a eu celui de Cap Excellence avec Cap Cœur, la CNBT et encore plus récemment Grand Sud Caraïbes qui ont créé leurs offices de tourisme intercommunal, ce qui va permettre de mieux structurer l'offre et pour nous, collectivités majeures, notamment conseil départemental, d'avoir des acteurs face à nous pour mieux valoriser le patrimoine que nous avons sur chacun de ces territoires de la Guadeloupe. Alors, il y a un problème qui se pose quand même quelquefois, c'est le problème de la formation des jeunes en matière touristique. J'ai assisté à une remise de prix de lycée, je crois, l'année dernière. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça évolue un petit peu? Alors, sur la formation, je sais que nous avons la chance d'avoir un lycée des métiers de l'hôtellerie sur la Guadeloupe, au Gosier. Sur la Riviera, d'ailleurs. Sur la Riviera. Nous avons de plus en plus de jeunes qui ont aujourd'hui des BTS, tourisme, même licence professionnelle tourisme. Est-ce qu'ils peuvent travailler en Guadeloupe? Alors, il y en a beaucoup qui me sollicitent en tout cas, qui me disent, mais Madame Robert, on souhaiterait travailler dans le tourisme. Est-ce que toutes les formations que nous avons correspondent à l'offre à laquelle nous avons besoin aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai pas de chiffres en tête pour vous parler vraiment de façon précise. Ce que je sais, c'est que dans les projets que nous menons, en tout cas au niveau du conseil départemental, sur tout ce qui est valorisation du patrimoine, nous avons à cœur à côté de se dire mais il faut qu'on forme aussi nos jeunes sur une formation qui est spécifique à la Guadeloupe. On veut vendre du patrimoine, on veut vendre des circuits, on veut vendre des services. Il faut qu'en face, on puisse avoir des jeunes qui soient formés, qui soient en capacité de parler des circuits qu'on veut vendre et puis aussi de proposer des services qui intéressent la nouvelle clientèle touristique qui évolue avec le temps. Oui. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir, comme on dit, un lionnage entre la formation et le terrain. Mais bien entendu, l'offre et la demande, quoi. Si quelqu'un se forme, c'est parce que derrière, il veut travailler. Oui. Donc, si on se forme, c'est parce qu'on veut travailler. Et pour travailler, il faut que derrière, il y ait de la demande. Oui. Donc, c'est aussi vers cette voie-là qu'on doit aller. Peut-être plus de liens avec les acteurs touristiques et la formation. Mais je sais qu'il y a des personnes, j'ai vu que vous allez recevoir Catherine Cadreau, qui est présidente de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie en Guadeloupe, qui est aussi très investie, que ce soit au sein du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Et c'est important d'avoir ces personnes qui ont cette double vision, à la fois institutionnelle et puis à la fois professionnelle, pour être présentes dans ces instances et faire part des besoins de chacun des secteurs. Alors, deux petits mots quand même sur le patrimoine, puisque vous jetez un petit coup d'œil dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que nos richesses patrimoniales sont suffisamment mises en valeur? Je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'ambitieuse pour la Guadeloupe. Et je vous dirais, il y a des efforts qui sont faits, mais on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin. Je le dis vraiment en tant que présidente de la commission tourisme du conseil départemental. Quand je suis arrivée en 2021, je me suis dit, mais les forts, c'est le conseil départemental, les musées, c'est le conseil départemental, la Mahaudière, Hans Bertrand, c'est le conseil départemental, Port-Louis, Beauport, c'est le conseil départemental. Mais nous avons un patrimoine qui est juste exceptionnel, qui est très riche. Mais comment est-ce qu'au-delà de le préserver, ce sont des sites qui sont très bien entretenus, ce sont des sites qui sont très bien entretenus, sur lesquels il y a des manifestations. Mais même pas du Marie-Galante, il y a le Marie-Galante avec les moulins, le château de Murat, Roussel-Trianon aussi. Donc, bon, il y a un projet pour Roussel-Trianon, je sais. Exactement, il y a un projet qui est en cours de siècle, conseil départemental. Mais en fait, c'est comment déjà faire l'inventaire de tout ça, pour moi en tant que qui arrivait, et puis créer une musique qui permet de faire du lien entre tout ce patrimoine, le valoriser, mais ce n'est pas le valoriser pour le valoriser, c'est le valoriser pour en faire une voie de développement économique. On parlait de métiers, de formation. Donc, on a des manifestations, Noël en famille qui se font, voilà. Mais on a aussi créé cette épique Origine Guadeloupe, qui va permettre à la collectivité départementale, qui est une institution qui n'a pas vocation à faire de l'économie, de pouvoir réfléchir justement à créer une offre sur ces différents sites pour avoir de l'animation régulière sur les sites, mais aussi pour permettre d'en faire des activités économiques, c'est-à-dire avoir des services, avoir des produits, avoir des personnes qui racontent l'histoire de ces sites-là, et puis avoir cette touche d'originalité qu'on ne peut pas retrouver ailleurs sur les autres îles, qui parle de l'histoire de la Guadeloupe, qui parle de la mémoire de la Guadeloupe in situ sur les sites. On parle de l'histoire, on voit le site. Ça veut dire qu'en tant que présidente, vous allez
j'ai envie de dire, actionner un petit peu ce qu'il faut pour que ça bouge un peu plus? Mais écoutez, je ne suis pas seule. Hein. Oui, En tant que présidente, j'ai des élus dans la commission tourisme qui sont très, très investis. Et puis, si vous avez entendu les vœux du président du conseil départemental, Guy Losbar, en début d'année, il a fait de la culture le marqueur de la mandature. Et le tourisme devrait être un axe fort de 2025. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées sur ces dossiers, notamment sur les forts. Comment développer l'activité au niveau des forts, les rendre plus attractifs. Et puis quand je parle des touristes, je parle des touristes qui viennent de l'extérieur, mais de nous aussi, Guadeloupéens, qui sommes les premiers touristes de notre territoire. Je veux dire, nous avons des... C'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la Désirade. Mais comment? Mais si c'est même qu'on me dit, mais vous savez, j'ai déjà été partout, mais je n'ai pas encore été à la Désirade, ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal, on se doit de connaître notre territoire avant de connaître ailleurs. Bien sûr. Donc vous avez du pain sur la planche pour 2025? J'en ai, mais la volonté est là, la volonté du conseil départemental, en tout cas, d'aller dans cette voie est forte. Et puis je pense qu'on y travaille, il y a vraiment des personnes qui sont dessus, il y a beaucoup de choses. L'EPIC Origine Guadeloupe aujourd'hui est créé, il se structure. Alors qu'est-ce que ça va être réellement Origine Guadeloupe? Mais Origine Guadeloupe, aujourd'hui, ils sont sur Beauport. Ils sont en train de structurer l'offre qu'il peut y avoir sur Beauport pour proposer des animations régulières, proposer de vrais produits touristiques, faire le partenariat avec le CTIG, avec les offices de tourisme aussi pour vendre, puisqu'il ne suffit pas simplement de créer l'offre. Il faut être aussi en capacité de la faire connaître, de la vendre et de séduire, hein, d'intéresser les gens pour qu'ils puissent venir. Et puis après Beauport, c'est qu'on puisse aussi décliner cette offre sur les différents forts. Je pense par exemple au fort Fleur d'Épée, aussi au fort d'Elgrès qui est juste magnifique, mais pas suffisamment connu, fréquenté. On n'en tire pas suffisamment aujourd'hui. Même Murat, même Murat. Murat sur Marie-Galante aussi. Oui. Le fort Napoléon à Terre de Haut qui aujourd'hui... Il n'y a pas de fort à Désirade, il n'y a pas eu de fort. Alors on a des vestiges, on a ce qu'on appelle... en haut, quand on va vers la montagne, le quartier du fort, mais c'est pas, on n'a pas de exploitable, c'est pas exploitable. En fait, Désirade, je pense que là où on doit vraiment aller, c'est plus la station météo. La station météo, la valorisation de tout ce qui est géologique et biodiversité. Oui, Désirade a été pendant longtemps un endroit où entre guillemets, on parquait les gens malades. Bien entendu, ça fait partie de l'histoire. Il y a des vestiges de l'ancienne léproserie sur Bémao. Oui. Il y a des vestiges également de l'ancienne cotonnerie sur Bémao. Oui. Et vous avez dit toute la zone avec l'ancien phare et puis l'ancien centre météorologique. Et nous avons une association que je salue, qui est l'association Thirivière de Bémao, qui est récente, très jeune, très dynamique, avec des personnes qui ont à cœur de faire de Bémao le phare de la Désirade, si je peux le dire ainsi, et qui travaillent aussi avec un accompagnement sur, dans un premier temps, le recueil de l'histoire de ces lieux. Donc il y a un travail de témoignage qui est fait actuellement sur des personnes âgées de la Désirade qui parlent de l'histoire, et puis ensuite, petit à petit, on pourra structurer l'offre également sur ce territoire, bien entendu. Donc 2025, vous avez de quoi? Toujours. Voilà. Mais toujours, écoutez, garder l'ambition pour la Désirade et pour la Guadeloupe. Ben, je vous remercie d'être venu dire tout ça. On vous souhaite à notre tour bonne année, bon travail, et puis développer le tourisme dans notre pays et puis dans votre territoire en particulier. La petite île de Désirade, la préserver. Voilà, toujours développement. Doit aller avec un développement durable, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de développer pour développer, il faut développer et préserver. Et sauver l'iguane. Bien, l'emblème de notre île, bien entendu. Voilà, je vous remercie Madame Robin. Il est 12h56. On va recevoir dans un autre instant, Madame Catherine Cadreau. Elle aussi, on parlera avec elle de tourisme, d'hôtellerie, et parce que ce sont des sujets qui sont importants dans le développement économique de la Guadeloupe, puisqu'il faut y croire tout de suite. Voilà, il est déjà 13h exactement dans le ZCL News. Nous recevons notre deuxième invitée, c'est Mme Francesca Festfoul. Elle est vice-présidente de la commission culture et patrimoine à Cap-Excellente. Elle est aussi au conseil municipal des Abîmes. Et avec elle, on va parler un petit peu de carnaval, mais on va parler de culture et bien sûr de Cap-Excellence. Alors, première question, Mme Festfoul. Du point de vue de la culture,
comment expliquer l'implication de Cap Excellence? Parce que je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a d'autres organismes, d'autres PCI il y a Bastère, il y a la Riviera, il y a Marie-Galante. J'ai l'impression qu'au niveau de la culture, vous mettez vraiment le paquet. Alors déjà, bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal 10. Meilleurs vœux à vous et meilleurs vœux aussi aux carnavaliers. Oui. Alors, pourquoi Cap Excellence met l'accent sur la culture? Il faut savoir que Cap Excellence n'a pas la compétence culture. Elle a la compétence gestion des équipements culturels. Des équipements? Voilà. Oui. Et au-delà de cela, Cap Excellence a décidé de prendre en charge les 3 grands événements culturels de l'Agglo, à savoir les 2 festivals de musique, Oui. et de théâtre et le carnaval. Oui. Et donc, quand on fait le choix de prendre une compétence, eh bien, il faut les moyens qui vont avec. Et il faut l'assumer. Et le président Éric Jalton, il a bien compris cela. Oui. Donc, ça fait quand même... quand on voit un petit peu le paysage culturel de la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses qui se font justement dans ce périmètre. Oui, Cap Excellence est très impliqué dans tout ce qui concerne la culture. Il faut voir que nous avons un festival de théâtre qui est international, donc on ne peut pas baisser de cran. Oui. Nous avons aussi ce festival de musique qui va arriver bientôt en décembre 2025. Alors, ce sera en décembre cette année? Décembre 2025, Et oui. donc, il reprend? Oui, il reprend, on va dire ça, parce que c'est vrai que nous avons eu des vicissitudes quand même. Hein. Vous avez eu le Covid, il y a eu des difficultés, les troubles sociaux, tout cela, il faut tenir compte de cela. Oui. Et donc, lorsqu'il y a des troubles sociaux, il faut réparer financièrement tous les dégâts qui ont été causés. Et Cap Excellence se bat, et Cap Excellence quand même parvient à tenir haut le flambeau de la culture. Oui, et puis il faut savoir que la vice-présidente de la commission, c'est une intello, c'est quelqu'un qui produit chaque année, enfin, pas chaque année, mais enfin, qui a produit. Combien d'ouvrages? Il y a au moins 4 ouvrages? 5 ouvrages. Et d'après ce que j'ai su, il y a un qui est dans les tuyaux. Alors, donc, carnaval. Comment Cap Excellence s'investit dans le carnaval? En soutenant simplement les groupes ou alors en initiant autre chose? Parce qu'à un moment, il y avait cette volonté, il faut le dire, de monétiser un petit peu le carnaval. Alors, ce carnaval-là, celui-là, il est particulier parce qu'il est très long. Oui. Il va jusqu'au 3 mars. Oui. Et il y a un gros investissement de la part du président de Cap Excellence qui est très à cheval sur la notion de sécurité, sur la sécurité. Tout à fait. C'est ce qui coûte beaucoup, c'est ce qui coûte le plus cher, la sécurité. On va dire l'hygiène aussi, mais c'est surtout la sécurité. Donc, nous avons démarré par le dimanche par la parade des rois, Oui. qui nous a coûté très cher, mais il faut ce qu'il faut pour avoir un carnaval et pour avoir l'esprit tranquille. Donc ça s'est bien passé, beaucoup de participation du public, mais aussi des groupes. Donc c'est un carnaval qui a bien démarré, on va dire, et nous espérons que cela se poursuit jusqu'à la fin. Oui, alors de la parade des rois, c'est la semaine dernière, et dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui est déjà prévu et qui va se faire? Chaque dimanche, il y a une parade à Pointe-à-Pitre. Hein. Oui. Pointe-à-Pitre est très animé pendant la période du carnaval. Et donc, nous allons poursuivre ainsi en déployant toujours les mêmes services de sécurité. Et nous avons des secouristes aussi sur place. C'est-à-dire que l'objectif même du président, c'est qu'il y ait un carnaval sans problème de sécurité. Oui. Donc, nous avons des agents de sécurité que nous déployons, une 60aine. Nous avons aussi des bénévoles qui assurent l'encadrement. Nous avons la police nationale, la police municipale qui sont mobilisés. Et nous avons des secouristes aussi. Nous avons trois secteurs où les secouristes sont déployés dans les secteurs les plus chauds, on va dire. Voilà. Et j'ai vu aussi que chaque week-end, il y a un certain nombre de rues qui sont pratiquement fermées, interdites à la circulation, justement pour des problèmes de sécurité aussi. Voilà, donc on ne fait pas de carnaval sans arrêté. Donc nous avons l'arrêté d'autorisation du préfet, nous avons l'arrêté du président de Cap Excellence et nous avons l'arrêté du maire de la ville de Pointe-à-Pitre qui encadre bien la circulation, la fréquentation même des rues. Nous avons déjà passé un communiqué pour dire aux riverains qu'ils peuvent récupérer leurs macarons au service, à la police municipale de Pointe-à-Pitre. Parce que les riverains, ils ont besoin d'entrer chez eux. Mais il faut se dire aussi qu'il y a une heure de circulation. Il y a une heure où même si vous êtes résident, vous ne pouvez pas circuler en même temps que les groupes de carnaval. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce carnaval qui est très long, on l'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, Mme Faithfull, que vous êtes à Cap Excellence depuis plusieurs années, que du point de vue économique, il y a un apport? Bien sûr, ça, on ne peut pas le nier. On entend dire que les commerçants se frottent les mains, mais on se dit que ce n'est pas suffisant.
avec un tel carnaval, on aurait pu avoir des retombées économiques beaucoup plus importantes. Et je me dis quelquefois que si on avait une baguette magique, eh bien, on créerait des ateliers de confection de costumes de carnaval. Il y a beaucoup à faire dans ce carnaval. Seulement, il faut les moyens. Ouais. Mais est-ce qu'il y a l'ingénierie nécessaire? Oui, mais l'ingénierie, ça se crée, ça se crée. Il y a des endroits où l'on peut se former, et puis on se forme sur le tas. On sait que le Guadeloupéen, il a un esprit d'ingénieur né, et donc il peut avoir les idées, ce n'est pas ce qui manque. Il y a une créativité effective. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelques années, on avait essayé de lancer une boutique du carnaval, ça a arrêté, c'est un projet qui n'a pas tenu la route. Oui, bien sûr, ça a tenu la route, mais bon, on est passé de la boutique du carnaval au village du carnaval, et donc ce sont des choses que l'on peut reprendre. Je pense que ça reviendra cette année. Mais c'est surtout pour les jours gras. C'est pour les jours gras, pas tous les dimanches. Oui, parce que quand même, quand on fait le bilan, le carnaval, c'est la manifestation qui déplace le maximum de personnes en Guadeloupe. Même plus que le tour de la Guadeloupe. Hein. Oui, c'est vrai. Plus de 100 000 personnes sur si chaque personne dépensait 1 euro, 100 000 personnes, vous imaginez un peu? Oui, mais l'analyse du CTIG dit bien que là où ça fonctionne le mieux, c'est du point de vue de la restauration. Oui. Les restaurateurs ne peuvent pas nier qu'ils se frottent les mains. Mais ce n'est jamais suffisant parce qu'avec un tel carnaval, je dis que la Guadeloupe aurait pu s'enrichir de ce carnaval-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque pour ça? Qu'est-ce qui manque vraiment? L'implication de chacun. Oui. L'implication de chacun. Au niveau de Cap Excellence, on s'implique déjà vraiment. Hein. Oui. On s'implique. Le carnaval coûte cher à Cap Excellence en termes de sécurité, en termes d'encadrement, en termes de logistique. À la ville de Pointe-à-Pitre aussi, parce que nous avons établi un diagnostic en roulant, en marchant. Il a fallu réparer les routes sur le circuit du carnaval, réparer l'éclairage aussi. Donc tout cela coûte. Tout à l'heure, je recevais Mme Aubin, qui est responsable du tourisme au conseil départemental. Elle me disait qu'il y a un investissement à faire, mais est-ce que, de ce point de vue-là, comment Cap Excellence, parce que ça c'est une question un peu plus stratégique, est-ce que Cap Excellence est toute seule à essayer de tout faire, ou bien est-ce qu'elle est là où j'ai un petit peu son écran et essayer de travailler avec d'autres personnes pour monétiser les choses, parce qu'en fait, on a un carnaval qui déplace beaucoup de gens, qui déplace beaucoup de groupes, et j'ai le sentiment chaque fois que personne n'est vraiment satisfait. C'est dans la nature humaine de ne jamais être satisfait. Oui. Mais c'est vrai que Cap Excellence fait de son mieux. Oui. Mais Cap Excellence ne demande pas d'aide à d'autres collectivités parce qu'elle est elle-même collectivité. Mais nous pensons à travailler avec des sponsors, avec des mécènes. Mais c'est quelque chose qui est en réflexion. Nous n'en sommes pas encore là. Oui. Du point de vue touristique, par exemple. C'est insuffisant, ça je le reconnais, c'est insuffisant. C'est un carnaval qui aurait dû être beaucoup plus couvert au plan touristique, plus ouvert au tourisme. Oui. Il y a encore du travail à faire. Oui, et même au niveau des commerces de proximité. Alors je sais que les vendeurs d'essence se frottent les mains en période de carnaval. Certainement, oui, les loueurs de véhicules, oui, c'est sûr. On ne peut pas dire que le carnaval ne rapporte pas. Oui. Il ne rapporte pas assez. C'est insuffisant pour un carnaval d'une telle dimension. On va dire peut mieux faire. Oui. Peut mieux faire. Alors, pour cette année, quel va être le temps fort ou les temps forts? Alors, nous avons Cap Excellence à trois dates. Oui. Le 16 février, aux Abîmes, le carnaval d'Ubud pour vidé. Le 23, Bemao Mimas. Et le 30. Le 30 janvier ou le 30 une seconde. Alors, le premier carnaval de Cap Excellence, c'est le 16 février. 16 février. 8 jours après. C'est le 24. C'est le 23. Oui. Le 23, ce sera à Bemao. Et le dimanche d'après, ce sera le dimanche gras de Pointe-à-Pitre. Parce qu'il n'y a pas de 30 voilà. Il n'y a pas de 30 au mois de février. Février, on n'a pas encore d'année bissextile. Ce que je me suis dit, donc la dernière date, ce sera le grand carnaval. Alors, je me pose la question. Je sais que ce n'est pas une question de polémique, mais c'est une question quand même qui pose. Bastère a pris une grande place dans le carnaval.
Bastère a toujours occupé sa place. Hein. C'est-à-dire que s'il faut analyser le carnaval de Guadeloupe, il est très spécial. Nous avons un carnaval qui est ici, le public... Multipolaire. Voilà, les acteurs du carnaval, ce sont les masses, les groupes à caisse claire, les groupes à peau, les groupes à synthé, ça c'est sur Pointe-à-Pitre. Oui. Et vous avez, pour des parades, et vous avez le carnaval de Bastère qui est un carnaval de chars, et qui est un magnifique carnaval aussi. Nous avons un carnaval extraordinaire en Guadeloupe. Et on ne le sait peut-être pas assez. Qui n'a rien à envier à aucun carnaval. Il est particulier, il n'y a pas d'autre carnaval comme celui-là. C'est vrai que les groupes à peau, on n'en trouve nulle part dans la Caraïbe, autre qu'en Guadeloupe. Et ça, même pas à Trinidad, même pas au Brésil, etc. Et donc c'est une richesse patrimoniale. Et puis il y a le grand jour du carnaval à Pointe-à-Pitre, quand il y a le défilé, le concours. Le concours? Oui. Oui, bien sûr, le concours. Alors là, c'est comme tous les concours, hein. Ça déchire le cœur. Ah, chaque année, il y a des petites polémiques derrière, où un tel a gagné, etc. Mais tout à fait normal. Mais en fait, ça démontre quand même quelque chose, il y a une grosse créativité quand même. Oui, il y a un engouement pour le carnaval. Et puis les gens dépensent beaucoup. L'analyse du CTIG dit que la dépense moyenne est à peu près de 135 € par personne. À minima, parce qu'il y a plus que ça. Oui. Bien sûr, vous avez des costumes qui coûtent 1 000 €. Oui, et ça aussi, c'est... Il faut vraiment en vouloir. Oui. Ils disent que 61% des entreprises ont été impactées par le carnaval dans le truc. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, Madame Faithfull, tôt ou tard, on va arriver à une espèce de... J'ai pas envie d'appeler ça un bureau du carnaval, mais enfin un organisme qui va au-delà même de l'office qui existe pour essayer de diriger un petit peu les choses. Parce que quand même, il y a des déperditions quand même. Oui, mais chacun veut gérer à sa manière. Voilà. Nous sommes multiples dans notre façon de voir les choses. Oui. Donc chacun veut gérer à sa manière. Le jour où on aura un seul office, il y a quand même l'office du carnaval qui est... Oui, mais il a perdu de la force. L'OCG qui a perdu de sa force, mais il ne tient qu'au président Willy, que j'interpelle ici, de reprendre de la force. Oui, parce que la volonté avait été à l'époque, je crois que c'est Lurel qui avait lancé ça, il voudrait faire un office... J'ai envie de Guadeloupéen du carnaval. Et finalement, le CGRP est resté, l'office de Bastère est resté. Enfin bon, qu'est-ce qui empêche que ce regroupement Je prends un exemple très simple. Souvent, nos groupes vont à Antigua, vont à Trinidad, etc. Bon, je sais, ce sont des îles qui sont indépendantes. Mais qu'est-ce qui empêche qu'un jour, qu'on ait un office guadeloupéen réellement, regroupant tout le monde, qui n'ont pas d'un côté les groupes à peau, d'un côté les groupes à masse, etc. C'est politique, c'est quoi exactement? C'est sociologique. C'est sociologique. Comment la Guadeloupe a une sociologie particulière par rapport aux autres îles de la Caraïbe? Vous connaissez vos compatriotes, M. Zandronis? Ah non, je ne connais pas à ce niveau-là. Mais c'est-à-dire que chacun a des compétences propres. Tant que ça fonctionne, laissons-les fonctionner. Oui. Oui, mais... un jour, peut-être qu'ils se mettront ensemble, mais pour le moment, ça fonctionne. Se mettre ensemble, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent en Guadeloupe. Mais oui, mais on ne va pas aller faire une analyse, ni une psychanalyse. Non, je ne veux pas psychanalyser la Guadeloupe. Non, mais je dis qu'on sent quand même que ça manque. Ça manque parce que... C'est sûr que si tout le monde se mettait ensemble, de toute façon, on le sait, ensemble, on est plus fort. Mais oui. Mais c'est dans la mentalité des gens. On ne peut pas changer cela du jour au lendemain. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Ça viendra, on peut espérer ça. Pourquoi pas? Oui, bon. Alors, vous m'avez donné une petite information tout à l'heure qui n'a rien à voir avec le carnaval. Je veux vous nous donner deux petits mots là-dessus quand même. Une manifestation qui va se faire le 25 janvier, je crois. Oui, la commémoration de la naissance de Marie Mounouchi. C'est le premier enfant indien qui a pris naissance sur le territoire. Sa mère a accouché aux Abîmes, à la section Céligny. La section Céligny? Céligny, du côté de Boivin. Ah, du côté de Boivin. Et donc, comme monsieur Ernest Moutoussamy est un féru de culture indienne, il a cherché, il a mené ses recherches et il a découvert cela. Donc, en collaboration avec nous, la ville des Abîmes avec Éric Jalton, nous allons commémorer cette naissance en posant une stèle sur le monde de la mémoire, un monde qui est dévolu aux anciens esclaves, là où il y a les livres de la mémoire. Oui. Donc sur le même monde, nous allons mettre une stèle en hommage à l'enfant Marie Mounouchi. Marie Mounouchi qui est née donc... le 25 janvier. De quelle année? 1855. 55, alors on rappelle que les premiers Indiens travailleurs indiens sont arrivés en 1854, un an après.
Un an après, Oui, à peu oui, près. oui, Près oui. d'un an après, premier enfant. Tiens, donc, je disais ça tout à l'heure en off. Ça veut dire que Saint-Claude va perdre un petit peu de son originalité, parce qu'à Saint-Claude, ils ont manifesté en ce sens-là. Alors, donc, bon. On va le prendre comme ça. Bien, alors, deux petits mots quand même avant de vous laisser sur la manifestation théâtrale qui se prépare déjà. C'est déjà dans les couloirs. Avant cela, M. Oui. Sandroni, je Allez-y. voudrais attirer l'attention des téléspectateurs. Nous avons eu pas mal de blessures, enfin pas mal, 4 ou 5 blessures par fouet. Oui. Alors, il faut Ça aussi. qu'on rappelle cela. Et c'est la première année que nous avons autant de blessures par fouet. Oui. Quelquefois, nous avons des risques, des incidents comme cela. Mais là, des personnes qui ont été blessées, j'ai vu une dame qui a reçu un coup de fouet à la paupière. Dieu merci, son œil a été épargné. Oui. Mais il faut s'écarter. On connaît le fouet. En Guadeloupe, nous connaissons le fouet. Oui. Et nous connaissons aussi les dégâts que cela peut occasionner. Pour rentrer chez soi et ne pas se retrouver au CHU après le carnaval, eh bien, nous conseillons aux gens de s'écarter lorsque les Quand il y a fouettards des groupes à peau. arrivent. Oui. Mais le fouettard, il est devant, il dans ouvre. son rôle, il est devant et il est dans son rôle. On ne peut pas empêcher. Les jeunes viennent avec l'intention de faire tailler leur fouet. Oui, Un fouet qui ne taille pas, ce n'est pas un fouet. tout à fait. Donc, et puis quand il y a du monde, ils se donnent un spectacle, c'est tout beau pour eux. Donc, il faut que les gens s'écartent pour que nous n'ayons pas à gérer ce genre de situation qui est compliqué. Voilà. S'écarter, ça dépend des lieux aussi. Il faut s'écarter. Il y a des routes qui sont l'espace. étroites. Mais on laisse toute la place aux fouettards. Oui, Et puis, on choisit un endroit où il y a de la place aussi. d'accord. Il faut que les fouettards fassent attention aussi. Oui, il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, ils ont leur discipline de fouettard. Vous avez quelquefois des maîtres fouettards qui s'occupent du groupe, mais quelquefois vous avez aussi des petits jeunes qui sont indisciplinés et qui font tailler leur fouet un peu n'importe où. Oui, Par exemple, quand ils passent sur le tapis rouge aux abîmes, lors du carnaval des abîmes, ils portent le fouet en l'air. oui. Donc, ils ont interdiction de tailler le fouet sur le tapis Sur rouge. le tapis rouge, Voilà. ça l'abîme, oui. Donc, il y a des attentions, il y a des précautions à prendre des deux côtés. D'accord. Alors, je voulais vous revenir avec vous un petit peu sur le programme annuel de Cap Excellence. Au niveau culturel, il y a le carnaval, mais il n'y a pas que. Oui, bien sûr, l'année dernière, il y avait Cap Excellence en théâtre. Oui. Et cette année, ça sera la musique. C'est la musique. Ilo Jazz, Festival des musiques créoles. Oui. À la fin de l'année, c'est ça? Au mois de décembre, comme Au mois chaque de décembre. année. On fait comme chaque fois. Comme on l'a dit, c'est un festival qui va revenir. Et là aussi, l'investissement est important. Toujours très important. Toujours très important. Je ne vais pas encore parler du budget parce qu'il n'est pas encore bien défini, mais c'est un budget important. Important pour cette manifestation musicale qui va se faire. Mais écoutez, je crois que pour l'instant, on a fait un petit peu le tour. Il y a encore bien d'autres choses à faire, à dire sur Cap Excellence au niveau de la culture, du patrimoine. Juste une petite question quand même, ce n'est pas votre rôle, mais je suis obligé de vous la poser. Du point de vue touristique, est-ce que le développement du tourisme dans cette périphérie Cap Excellence, est-ce que vous êtes satisfaite? Alors, on vient de mettre en place l'Office du tourisme de l'Aglo. De l'Aglo, oui. Qui débute tout juste, qui n'était pas encore mis en place. Chaque ville avait son office du On tourisme. regroupe tout ensemble. Et là, c'est regroupé, et donc ça vient de se mettre en place. C'est un organisme qui vient de commencer à travailler. Oui. On ne peut pas déjà leur demander un bilan. Non, ce n'est pas un bilan, mais des prévisions. Des prévisions. Alors oui, mais c'est le développement du tourisme grâce aux manifestations que nous avons. Nous avons des manifestations touristiques, donc le carnaval en tout premier lieu. Donc, mais les choses devraient s'arranger. Bien, écoutez, Madame Fesfoul, je vous remercie d'être venue nous pour porter ces informations. Je rappelle donc ce qui a été dit et qui est important par rapport aux fouettards. Dimanche, dans les rues, faites attention, les ouvrez ces fouettards-là, écartez de 6 points pour qu'on ne souhaite pas tomber en figure pour le monde parce que ça peut faire des dégâts. Et puis on aura l'occasion de vous recevoir, bien sûr, un peu plus tard, mais ce sera à la fin du carnaval pour qu'on fasse un bilan cette année de ce que ça aura porté, puisqu'on a vu ce document qui est sorti, l'estimation des indicateurs sur une période normale. Et on voit qu'il y a une augmentation de plus en plus importante au niveau du carnaval. Une augmentation de quoi ? Non, je disais sur l'évolution, l'estimation de l'évolution des indicateurs par rapport à une période normale, on voit qu'il y a une montée en puissance. En puissance, oui, bien sûr, bien sûr. Ça serait grave si le carnaval ne progressait pas.
Oui, il progresse énormément. Voilà, il est 13h20, on revient dans un instant avec Madame Cadeau. Pour l'instant, on va prendre la deuxième pause et entrer dans la dernière partie du ZCL là tout de suite. Merci encore Madame Faithfull et on attend votre prochain ouvrage. Voilà, si vous prenez l'antenne en ce moment, il est 13h27, vous êtes dans le ZCL News. Dans un instant, on va donner la parole à Madame Ferdi. Bonjour. Bonjour. Elle est directrice du campus opérationnel du campus Luminance et elle est accompagnée de Kyrian. Bonjour Kyrian. Pour l'instant, on va revenir sur un sujet de l'habitat insalubre. Ça existe encore en Guadeloupe malgré toutes les aides qui sont données, malgré toutes les volontés municipales. Et c'est un sujet que Charlie Dagonia a réalisé. On rend un peu la situation de cette dame qui vit des moments particuliers. Problème à moi, il y a casé à moi, il y a relogé moi, et encore attendre 17 ans pour y avoir casé moi. Ni un, il fait peinture là. Yo ban mwen clé et casa insalubre. Toute casa humidité, toute casa ka coulé. Et dès là la pique a tombé, l'eau ka rentre dans casa là. Et on dit madame là, si il peut pas ban mwen lumière, il peut pas ban mwen l'eau vinn mettre pas de bail là ban mwen. Il dit moi 40 000 € pas ni assez. Alors moi pas ça, si c'est carénage pour moi aller, si c'est grand B pour moi aller, pour moi faire l'argent pour mettre ici. Et normalement j'ai 10 000 € au moins. Et nous avons souffrance pas possible là. Il vous a fait porter mon élément en casa et casa insalubre. Alors si directeur là c'est mag, t'as tant de souffrance, on me rappelle en moi, c'est craser ou casa moi. À part rentrer en casa, c'est casa moi, ti piole en moi fait, ti poulaille en moi fait, dit yo remettre moi casa moi. C'est ça mon attendre en 2025 là pour directeur là c'est mag. À part on laisse ni d'autres moun éveil, mais vinn bon moi casa moi. Parce qu'on peut pas rentrer dans casa insalubre. Normalement yo casa moi, fait yo te remettre moi casa, fait yo te bon moi casa là. Yo petit moi yo pas ni l'argent, yo fait même un prêt de 40 000 €. Alors que mort en paye fin payer prêt là ça. Et normalement l'état ba yo l'argent pour te faire case là. Alors dit là c'est mag vinn ranger case là bon. Moi peut rentrer case en 2025 là. On espère que mon ala c'est mag te ka coûté. Je là il y a tant d'appels à mon Wikidé parce qu'effectivement ce casser Casama là mais faut bailler en case pour y peut rester et ça aussi c'est un problème qui se pose très souvent ici. Alors on va changer de sujet puisque je vous l'ai dit c'est l'heure du JCL, tout de suite le générique. C'est week-end. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Madame Ferdi. Bonjour Monsieur Vendredi. Et bonjour Kyrian. Bonjour. Alors je vous écoute, parce qu'on est mercredi. Oui, donc mercredi, c'est l'Actu Campus. L'Actu Campus, bien sûr, hein, c'est Parcoursup. Alors, juste un petit rappel, Parcoursup a ouvert sa plateforme le 18 décembre. Donc, du 18 jusqu'à présent, donc on peut consulter tranquillement. Les jeunes doivent consulter les formations, en rappelant qu'il y a le BTS des bachelors des métiers multimédia et de l'Internet. Kyrian en parlera plus amplement tout à l'heure. On a le BTS des métiers multimédia, le BTS audiovisuel. Et ne pas oublier qu'il y a aussi le BTS audiovisuel en alternance. Et donc, mais il y a aussi, alors pour les... Là, je pense plutôt aux étudiants qui veulent poursuivre, mais aussi aux étudiants qui se réorientent. Il y a aussi la licence et le master Infocom. Et pensez aussi au DNMAD, petit espace, qui se fait... alors, le DNMAD petit espace qui se fait au lycée Raoul-Georges Nicolo, qui se trouve aussi sur Parcoursup. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir entamer votre inscription. Et donc, qui dit inscription, ça veut dire il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudra mettre en place. Et moi, la première question, je vais la poser à Kyrian. Kyrian, entre aujourd'hui, donc le 8, et la semaine prochaine, à savoir le 15 janvier, qui est la date où l'inscription va commencer, quels conseils qu'on peut donner aux lycéens qui nous écoutent et qui s'apprêtent et qui a entamé le cheminement Parcoursup?
Alors, je donnerais comme conseil de commencer à préparer les bulletins de notes de première et de terminale et également les lettres de motivation à envoyer aux formations. Alors, concernant les lettres de motivation, je sais que ça, c'est pas évident. Alors, comment ça se passe? C'est une lettre de motivation par vœu, donc par choix de formation, ou c'est la même lettre qu'on utilise pour toutes les formations? Alors, on peut utiliser la même lettre pour toutes les formations en adaptant évidemment pour chaque formation et pour chaque vœu. Alors, est-ce que tu peux, toi, alors tu es ici pour nous faire un retour d'expérience, puisque je vais préciser, je vais présenter quand même Kériane. Kériane, est-ce que tu es en BUT MMI? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le BUT? Qu'est-ce que c'est que les MMI? Et nous parler un peu de ta formation. Alors, le BUT, pour faire court, c'est un bachelor universitaire de technologie en métier du multimédia et de l'Internet. Et en fait, on travaille, ce diplôme prépare les futurs métiers de l'audiovisuel. Donc, ça peut passer par l'infographiste, ça peut passer par le vidéaste ou encore le monteur vidéo, ou encore les community managers. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, comme compétence pour pouvoir... Alors, à défaut de compétences, mais de centre d'intérêt, il y a quand même un certain nombre de qualités, de compétences qui seraient intéressantes de posséder déjà, si on veut intégrer le BUT. Donc, je dirais être à l'aise dans le monde du digital, être à l'aise également avec les réseaux sociaux, puisque c'est l'outil principal d'un bon community manager et les autres métiers également. Alors, être à l'aise dans le monde du digital. Alors, il faut être à l'aise alors dans l'audiovisuel, mais uniquement dans l'audiovisuel et le graphisme, en termes de rédaction, de communication écrite, même si on n'écrit pas bien tout, on peut y aller, ou c'est important quand même d'avoir un certain niveau sur tout ce qui est rédaction? C'est assez important, oui. Donc la rédaction est importante, il faut y aller. Alors, en deuxième année, donc après, donc le bachelor se fait en 3 ans. Alors la particularité, c'est qu'en deuxième année, c'est le principe de l'alternance, c'est ça? C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste l'alternance dans le cadre du BUT MMI? Alors, l'alternance, ça va nous permettre d'avoir non seulement la pratique, mais également les cours. Donc, moi, dans mon cas, je suis 2 jours à l'école. Du coup, on apprend tout ce qui est écriture, tout ce qu'on va utiliser en fait dans le monde du travail durant les 3 jours de fin de semaine, on va dire. Voilà, les 3 jours. Donc, à savoir le lundi, le mardi, j'imagine que tu es en formation à l'école, à l'université pour apprendre. Et la mise en pratique se fait en entreprise les mercredis, jeudis et vendredis. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Et donc, vous avez un statut de salarié en tant qu'alternant? Oui. Donc, la première année, si vous êtes intéressé par le BUT, le bachelor universitaire et technologique des métiers multimédia et de l'Internet, alors le principe est le suivant. La première année, le bachelor, vous serez à l'UIT de la Guadeloupe et donc vous aurez des cours tous les jours. N'est-ce pas, Kériane? C'est bien ça. Et l'alternance va commencer à partir de la 2e et 3e année. Alors, le principe, c'est que dès la première année, on va commencer à demander à chercher des entreprises, puisque l'alternance se fait en entreprise. Oui. Et de préférence, des entreprises qui sont dans la communication, dans l'audiovisuel, dans le numérique, dans la stratégie digitale. Alors, moi, on a parlé tout à l'heure, donc, rassembler les notes. Donc, entre maintenant et la semaine prochaine, il faut qu'il rassemble les notes. Mais il faut aussi qu'il fasse une lettre de motivation. Est-ce que tu as des conseils à donner pour concevoir cette lettre de motivation? Je conseillerais de s'y prendre très tôt, surtout avec les examens de fin d'année. Les étudiants n'ont pas forcément le temps de pouvoir bien travailler leur lettre de motivation. Donc, s'y prendre tôt, c'est une bonne solution. Donc, dès maintenant, donc quand la plateforme va s'ouvrir le 15 janvier, donc tu conseilles tout de suite, dès que la plateforme ouvre, de s'inscrire, de faire entrer les notes de première, de faire entrer les notes du premier trimestre, donc de l'année de terminale, et de commencer à concevoir. Dès maintenant, il faut qu'ils conçoivent leur lettre de motivation. Oui. Alors, ils peuvent se faire aider de l'intelligence artificielle ou pas? L'intelligence artificielle est là pour ça, entre guillemets. Alors, on dit bien une aide. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va faire la lettre de motivation. Bien. Mais voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour avec vous, Kériane, et puis on vous souhaite bonne chance. Vous voulez être quoi demain?
Community manager. Community manager, voilà. C'est le job à la mode en ce moment. Je ne sais pas dans 20 ans ce que ça. Merci en tout cas d'être venu et à très bientôt. On va changer de sujet. On va recevoir Madame Cadreau. Madame Cadreau, elle est présidente de l'UJMH. Et le premier syndicat patronal dans le secteur de l'hôtellerie. Alors, vous étiez récemment en France aussi pour un congrès, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Ah ben, de très bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. C'est un secteur économique important. Donc, bonjour à tous tout d'abord. Et bonne année à vous quand même. Ah, meilleurs vœux et écoutez, à tous vos auditeurs aussi et tous vos téléspectateurs, je leur souhaite vraiment une bonne santé et puis surtout une Guadeloupe très positive et en paix. Oui. Alors vous disiez que c'était une bonne nouvelle. Donc c'est un congrès, oui. C'est le congrès de tous les acteurs, excusez-moi, du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des discothèques, des bars et des restaurants qui a eu lieu à Lyon. Donc 700 congressistes où justement le premier syndicat de France, qui s'appelle l'UMIH, comme vous avez dit, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, eh bien, propose aujourd'hui de réfléchir à la montée en gamme toujours de la destination, donc je dirais Guadeloupe, et surtout l'accompagnement, qu'il soit juridique, social ou encore technique. Oui. Et aujourd'hui, ce syndicat s'installe sur la Guadeloupe, il existait déjà, ça se poursuit. Et nous avons besoin aujourd'hui de maximum d'acteurs économiques et de socioprofessionnels qui adhèrent au syndicat pour justement accéder à tous ces services et tout cet accompagnement pour la gestion de leur entreprise, mais aussi la formation de leur personnel. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres qui sont donnés d'une manière générale. Est-ce que, du point de vue de l'hôtellerie, la Guadeloupe offre suffisamment, non pas de place, mais de qualité? Alors, la Guadeloupe a déjà sa place sur les marchés. Aujourd'hui, justement, nous voulons améliorer. Et c'est le but, justement, de ma démarche aujourd'hui. C'est de faire, justement, adhérer le maximum de personnes à ce syndicat pour pouvoir améliorer l'offre, comme vous dites, et la grossir. Pourquoi? Parce que la conjoncture économique telle qu'elle est aujourd'hui, le coût du transport tel qu'il est aujourd'hui, nous laisse à penser que le touriste de demain sera celui qui aura les moyens de payer le transport. Oui, déjà. Déjà. Donc ça veut dire qu'une certaine attente de ses clients d'une qualité, d'une offre et d'une compétence. Donc on est là-dessus et je pense que ceux qui sont déjà en place travaillent déjà sur cette montée en gamme et sur cette compétence. Mais ils ont besoin d'être, à mon avis, accompagnés. Et c'est le but un petit peu de ma démarche aujourd'hui, c'est de dire aux gens, il ne faut pas rester tout seul. Parce qu'on s'est aperçu aussi, et c'est un constat aussi national, qu'ils ont vu que beaucoup de bons restaurants disparaissent pour des problèmes de gestion ou alors de mauvaise organisation. De formation aussi. Bien sûr, bien sûr. Si je vous dis ça, c'est que derrière, la formation est importante. Et puis on a un lycée hôtelier en Guadeloupe. Alors, nous avons un lycée hôtelier qui fait un certain travail académique, mais nous avons aussi besoin de professionnaliser ces étudiants, et il faut les recevoir aussi, ou par l'alternance, c'est-à-dire sur le terrain dans les centres de formation pour adultes, ou alors, dans les déplacements, les différents sites qui proposent une formation complémentaire. Et c'est un peu le but de l'UMI, c'est de s'installer en Guadeloupe pour apporter la technicité des métiers. Alors, je viens de recevoir Madame Robin, qui est présidente de la commission tourisme au conseil départemental. Elle me disait que quelquefois, l'offre et la demande pour les étudiants, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... je ne veux pas aller très durement avec vous, mais disons qu'on propose aux gens, aux jeunes, dans le lycée hôtelier, une formation, mais ils ne trouvent pas l'emploi en Guadeloupe. C'est ça le problème. Ça, c'est la question. Oui. La question aussi, c'est que beaucoup de ces jeunes choisissent cette voie, mais quand ils la pratiquent, ça ne les intéresse plus. Vous savez, il y a beaucoup de déchets après le bac pro, par exemple, ou même le CAP. Ou même le BTS, elle m'a dit même au BTS. Alors, écoutez-moi,
je pense que nous devons nous interroger si la formation du lycée hôtelier ne nous permet pas d'embaucher. Oui. C'est parce qu'il manque justement, c'est ce que je vous dis, une technicité métier. Oui, parce voilà. que c'est trop académique. Oui. Il faut déjà se rapprocher un petit peu plus. Donc c'est pour ça que l'alternance est une très bonne solution pour permettre aux jeunes d'apprendre et de travailler. Et surtout qu'ils comprennent bien qu'ils sont au travail. Oui. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein? Beaucoup de jeunes pensent que on est encore au lycée quand on est en entreprise. Exactement, Non, on n'est plus au lycée. Oui. Et il faut que nous sachions aussi une chose, c'est une industrie touristique qui va vous ramener, qui a besoin de main-d'œuvre. Elle a vraiment besoin de main-d'œuvre. De la catégorie A à la catégorie C. Elle en a besoin. Oui. Parce que c'est un métier de service. Quand vous faites du tourisme, vous en avez besoin partout. Vous avez besoin de guides. Vous avez besoin de chauffeurs de taxi, vous avez besoin de plongeurs, vous avez besoin de techniciens, électricité, piscine et tout. Donc c'est une industrie qui a une multitude de métiers. Et quand on propose la restauration et l'hôtellerie, ça c'est les services les plus de proximité. Oui. Mais il y a toute l'infrastructure autour. Et il faut aussi peut-être, et ça c'est un peu notre travail, travailler aussi avec le lycée, pour qu'il soit beaucoup plus, comment dirais-je, professionnel. Beaucoup plus performant même. Voilà, professionnel qu'académique. Oui. Parce que vous savez, c'est des choix. On a à côté de nous, quelqu'un qui parle de formation. Eh bien, c'est un peu ça. Vous êtes au lycée, vous avez une méthode de travail, mais quand vous êtes en pratique, vous savez, vous êtes sur une table dans un restaurant académique, vous avez 6 personnes qui vous servent, oui. Alors que vous n'êtes que 2. Quand vous allez à l'hôtel, ben non, il n'y a qu'une personne et elle a une dizaine de tables à s'occuper. Donc il faut qu'on revienne un peu à cette réalité-là. Et puis aussi que les restaurateurs rassurent le salarié. Parce que vous savez, ces métiers-là aussi, il faut donner confiance, il faut donner envie. Vous savez, si vous n'avez pas les bonnes conditions, si vous n'avez pas les bons outils, oui. Eh bien, vous vous en éloignez. Parce que c'est un métier où on travaille pour faire plaisir aux gens. On travaille quand les gens s'amusent. Oui. Donc il faut déjà intégrer la notion d'être présent quand les autres s'amusent ou sont là. Mais c'est aussi une façon de, je ne veux pas vous mentir, hein, oui. de s'épanouir, parce que vous rencontrez plein de gens et vous vous épanouissez. Alors, il faudrait que les professeurs... Je dis une chose, M. Zandronis, ce qui va compléter, et ça c'est plutôt la casquette d'ingénieur de formation. On ne va pas parler de performance. Madame Cadreau l'a bien expliqué, hein, l'une des difficultés, c'est que le jeune qui est formé de façon académique, puisque c'est le rôle des lycées hôteliers, quand il passe à l'entreprise, le but, c'est l'opérationnalité. Oui. C'est-à-dire l'entreprise qui soit opérationnelle. Donc, c'est un travail de préparation, de va-et-vient entre le lycée et le tuteur. Mais les professeurs ne sont pas dans la réalité. C'est ça le problème. Alors, je parle en tant que chef d'entreprise. Nous sommes en lycée professionnel, M. Zandronis. Ce n'est pas le même profil qu'au lycée général. Ce sont souvent des professionnels qui travailler avec les jeunes. Et ce n'est pas les profs qui ne font pas bien leur travail, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un décalage entre les apprentissages à l'école. Oui. Vous aussi, vous êtes passé par... N'oubliez jamais... Non, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les jeunes qui sont dans les établissements de formation, que ce soit l'ASFO, FO, etc., l'université, ils n'ont pas la conscience de l'entreprise. Et il y a une entreprise, il y a une culture d'entreprise. Oui, ils n'ont pas cette culture d'entreprise. On leur apprend ça. Monsieur Zandronis, la culture d'entreprise, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. Mais oui, mais ça ne s'apprend pas dans les établissements de formation. C'est ça le problème. Je peux parler 5 secondes. Ils arrivent là, ils croient qu'ils sont au lycée. Et je vais laisser la parole à un cadre. Alors moi, je suis, avant d'être à l'Éducation nationale, moi j'étais dans le privé. Oui. Et la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience. Tout à fait. On n'arrive pas, on ne va pas apprendre une culture dans l'entreprise. Oui. C'est tout le travail d'expérience. Ce qui est important, c'est de préparer le jeune pour qu'il comprenne ce que c'est. Mais qui doit le préparer? C'est ça la question. C'est le prof. C'est le prof qui doit travailler sur ça. Mais c'est ça la question. C'est peut-être là où vous posez la problématique. C'est les profs peut-être doivent se remettre en question et peut-être travailler beaucoup plus avec les entreprises pour cette Voilà, on est d'accord. Elle a répondu à votre question. Oui. Et moi, je vais vous dire sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les profs ont une première difficulté, c'est qu'ils ont en face d'eux des élèves qui n'aiment pas ça. Oui. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce métier-là, il faut aimer ça. Oui. Je vous dis sincèrement. Et eux-mêmes, ils sont pris au dépourvu parce que
ils n'ont pas le langage que nous avons pour donner envie aux gens de travailler. Voilà. Donc, nous travaillons aujourd'hui avec le lycée, justement, pour créer une espèce... On intervient dans les lycées, on intervient auprès d'eux. Mais dans la pratique quotidienne, nous n'y sommes pas. Ouais. Donc, il faut aussi, et c'est vrai ce que vous dites, on l'a demandé d'ailleurs, hein, je n'ai pas honte de le dire, à ce que les professeurs viennent aussi dans nos entreprises et qu'ils passent au moins une semaine pour comprendre les contraintes. Voilà. Parce que l'élève est persuadé que la formation qu'il reçoit, je vous ai dit, une table de 2 et 6 personnes qui vous servent, il y en a un qui vous porte l'entrée, le verre, le ceci, le cela, ça n'existe pas. Oui. Quand on est en situation professionnelle et opérationnelle, comme dit madame, eh bien, on est dans une démarche aujourd'hui où je vais faire plaisir à mon client. Et pourquoi je vais lui faire plaisir? Parce qu'il faut qu'il comprenne pourquoi. Parce que c'est ça qui nous fait la recette. Mais oui, sinon il ne revient pas. C'est ça qui nous fait revenir le client. C'est ça qui donne envie au client de fréquenter cet établissement. Et ils font partie de cette culture d'entreprise qu'on ne leur donne pas à l'école, effectivement. On leur donne de la scolarité, on leur donne de la théorie. Mais sur le terrain, nous, on veut des gens qui sont opérationnels. J'ai rencontré un jeune récemment dans un restaurant. Mais c'est une perle. C'est vrai. C'est une perle. Ce garçon s'est fait tout seul. Et il a vécu au Canada. Et si vous voyez la qualité de son service, nous présenter la carte, nous décrire son sujet, mais je vous dis sans papier. Nous faire le service, le débarrassage, le service, l'attente, pendant qu'il nous fait attendre. Il est dans sa conversation, il est dans... Mais je vous demande de goûter. Il était vendeur. Je vous dis, on a mangé plus qu'on ne devrait. Tellement le jeune nous a donné envie de goûter tout ce qu'il y avait sur la carte. Oui. Et on s'est dit, mais excusez-nous. Et là, on lui a demandé, mais vous venez d'où? Vous avez fait votre formation où? Il revient du Canada. Oui. Ouais. Il revient du Canada. Alors, on a la rectrice. Hein. J'espère qu'il reste là. On lui a déjà parlé. Bon. On lui a déjà parlé. On lui a déjà parlé. L'objectif aujourd'hui, c'est que, vous savez, vous êtes sur un système régalien, hein, c'est l'État. Eh bien, faut respecter les programmes, faut faire ceci. Voilà. Mais même dans d'autres États, dans d'autres services de l'État, on a le problème où certains ne comprennent pas l'environnement dans lequel on est. Aujourd'hui, vous savez que les gens du RSA doivent aller travailler. Ben oui. Ils doivent... ils n'aiment pas travailler, les gens du RSA. Je peux vous dire ça. Hein. Non, mais il faut... Je pense qu'il faut amener aussi... Il faut donner envie. Monsieur Zandrick, vous savez très bien, tout l'environnement... vous amène à vous amuser. Vous avez vu que le carnaval a commencé? Il va durer 3 mois. 3 mois. Et tout le monde est content. Oui. Tout le monde est content. Alors qu'aujourd'hui, j'ai entendu des gens se plaindre pour les enfants qui sont dans la rue. On perd des notions de valeur et des notions de société où il faut savoir qu'avant tout, c'est le travail. Ouais. Moi, j'ai entendu un monsieur à la radio dire... On ne cherche pas un travail, on cherche un emploi. Non, on cherche un travail. Parce que ça s'épanouit. Moi, ça fait 30 ans que je fais du tourisme. Je peux vous assurer que toutes les rencontres que j'ai faites, elles ont été bénéfiques pour ma personne, mais aussi pour le fonctionnement dans lequel j'étais et dans le développement de mon entreprise, parce que je m'y suis donné à corps et à cri. Madame Cadou, je veux poser une question sur le tourisme rapidement, puisque j'ai reçu Madame Robin tout à l'heure, on a parlé de vous. Et est-ce que, de votre point de vue, l'offre touristique guadeloupéenne aujourd'hui, elle est en montée ou en descente? Alors, elle s'améliore. Elle s'améliore? Elle s'améliore, je vais vous dire pourquoi. Mais elle est trop ciblée. Oui. Elle est trop ciblée et... trop franco-française. Pour ne rien... Non, pas du tout. Elle est trop ciblée. C'est-à-dire que les gens ne travaillent plus ensemble. On n'est plus solidaires. Vous savez, vous avez des communautés d'agglos. Vous en avez une qui explose, qui est la Riviera du Levant. Oui. Que font les autres? Vous entendez parler du sud de Basse-Terre, du nord Grande-Terre. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. On est sur un territoire où on doit tous faire évoluer le tourisme. Et le savoir-faire de l'un doit servir à l'autre. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre que les élus se rencontrent. C'est quelque chose qui devrait être presque spontané. Et qu'on ne soit plus dans une démarche individualiste. C'est ça qui sauve un territoire. Ouais. Et pourquoi je vous dis ça? J'ai eu un consultant corse qui a travaillé aux Antilles et qui est reparti sur son territoire. Et il vient en tant que consultant des années après. Il me dit, mais rien n'a changé, c'est pas possible. Et il me dit, vous savez, en Corse, on était de purs indépendantistes. On est de purs indépendantistes. Mais le jour où on a compris que c'est le tourisme qui pourrait nous rapporter de la devise sur notre territoire, on a arrêté. Et on s'est mis ensemble et on avance. Allez en Corse. Ouais.
allez en Corse et vous verrez comment c'est un langage qu'on n'entend pas en Guadeloupe. Le tourisme explose. Oui. Parce que c'est nous, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre environnement, c'est notre forêt, ce sont nos plages. On est tous concernés. Vous savez, je suis aussi bien à la Riviera du Levant que Sud-Basse-Terre, que Nord-Grande-Terre. Il faut qu'on arrive à être beaucoup plus solidaire et à mutualiser. Il y a trop de différences. Et même dans la même commune, vous avez des soirées, moi je ne sais pas, j'étais où l'autre jour, tous les restaurants sont fermés. Oui. On est en pleine saison touristique, le soir, tous les restaurants sont fermés. Ouais. Ben, vous donnez une image un peu d'un pays mort. Ouais. Alors qu'il suffit simplement qu'entre restaurateurs, on se dise, mais toi tu ouvres ce soir, moi je vais ouvrir demain soir, mais c'est pas ce qui se fait. Ouais. On veut tous être un peu seuls et on ne peut pas vivre. Alors quand je vous ai posé la question, c'est par rapport à ce qui se passe dans les îles à côté. On est en retard considérable. Que ce soit Antigua, que ce soit Barbade ou autre pays de la Caraïbe. Même Saint-Martin. Oui. Même Saint-Martin. Mais pourquoi? Même Saint-Martin d'ailleurs. Mais pourquoi? Oui. Parce que eux, comme je dis souvent, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi revenir. Voilà, ils ne sont pas fonctionnaires. Et donc, ils aiment leur pays. Il nous faut un petit peu de patriotisme, pas tout le temps dans des démarches de revendication, mais dans des démarches de construction. Parce que, et pousser nos élus à construire avec nous. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si aujourd'hui, la Guadeloupe est une destination que tout le monde aime, je vous le dis clairement, c'est une destination que tout le monde aime. Mais ce sont nos faiblesses qui nous empêchent de vivre toute l'année du tourisme. Parce qu'on a des manquements sur certaines choses, mais ce sont des choses sur lesquelles on peut remédier. Quand est-ce qu'il y aura j'ai envie de dire un séminaire sur le développement touristique en Guadeloupe? Alors, parce que vous êtes à l'UIM, c'est sur le moment. Mais bien sûr, on va y travailler, mais on essaie de co-construire, nous, avec le CTIG, avec les EPCI, avec les élus. Notre objectif aujourd'hui, c'est simplement, moi je pense qu'il faut davantage les sensibiliser à ce que c'est qu'une industrie touristique. Oui. Alors, c'est pas méchant de ma part, parce qu'ils le savent, mais il faut qu'ils sachent que l'arrivée de visiteurs, bien entendu, qualifié, structuré aussi. Moi, je ne suis pas pour faire du tourisme qualitatif, ça rapporte. Moi, je vous dis, j'ai fait Antigua. Vous savez, Antigua n'est pas aussi bien développé que nous. Mais non, ils n'ont même pas de rivière. Mais ils ont des plages magnifiques. Ils ont des plages magnifiques. Mais on a des plages aussi. Ils ont des villas magnifiques. Ils ont des hôtels magnifiques. Mais ils sont solidaires. Et ils sont solidaires. Tout le monde travaille. Et c'est ça la clé. J'écoutais Mme Cadreau. Ouais. Mais ça, ce que Mme Cadreau dit pour le tourisme, moi qui suis dans l'audiovisuel, mais dans tous les domaines, c'est pareil. Merci, M. Zandronis. Oui. C'est le chirage cette concurrence tout le temps. Sur des bêtises. Et il faut qu'on arrive à mener une réflexion, travailler en collectif. Oui. Ça n'existe pas ici. Pour qu'on puisse se chamailler, ou se concurrencer sous tout le temps se déchirer. Et c'est valable pour tous les secteurs. Alors moi je vais vous dire, les touristes vous donnent la leçon. Oui. Ils vous donnent la leçon. Tout le monde rouspète parce qu'on les voit acheter des sandwichs, parce qu'on les voit passer dans les supermarchés. Mais pourquoi ? Quand il a envie d'aller marcher dans le Sud-Basse-Terre, si les infrastructures ne sont pas là, ne sont pas ouvertes, eh bien, il se débrouille. Et qu'est-ce qu'il aime, le tourisme? Vous savez, moi, je suis allée le 31 décembre. J'ai fait la cascade des écrevisses, et après Bouillante et Bouillante. Ben, il y avait un monde considérable. Tout le temps. Mais vous arrivez à la cascade, il n'y a pas un endroit où se désaltérer. Rien du tout. Il n'y a pas un endroit pour acheter, vous savez, un t-shirt ou un truc, parce que vous êtes mouillé un petit peu plus. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de place pour stationner correctement à Bouillante. Vous avez vu, les gens gardent tout le long de la route, mais quand même, ils y vont. Et ils sont à la plage. Donc, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un aménagement du territoire à faire et à équilibrer le territoire. Il faut équilibrer le territoire. Est-ce que vous êtes écoutée, Madame Cadreau? Eh bien, écoutez, je pense que ça s'entend. Ça s'entend? Ça s'entend, mais ça ne plaît pas tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Malheureusement. En tout cas, merci de votre venue. C'était intéressant. On vous fera revenir, parce qu'on va faire un petit débat sur le tourisme. On va inviter le CTIG et les organismes conséquents, et on fera revenir pour en parler, parce que c'est nécessaire, parce que je pense que les Guadeloupéens ne se rendent pas compte qu'on est le seul archipel dans les petites Caraïbes. Seul archipel, c'est-à-dire qu'on a une offre extraordinaire, mais elle est sous-exploitée à cause de la bêtise de certains Guadeloupéens. Alors, je ne dis pas bêtise. Il ne faut pas dire bêtise. Non. Mais c'est de la bêtise quelquefois. Il faut dire méconnaissance. Méconnaissance, bon, alors je suis gentil, méconnaissance. Non, dites méconnaissance. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui.
les gens font des croisières, ils voient bien les autres territoires. Oui. Les gens vont voyager, ils voient bien les autres territoires. Et ils voient comment ils sont contents d'être bien reçus. Bien sûr. Alors, nous qui sommes déjà un peu pas accueillants, on est accueillants, on ne peut pas dire qu'on n'est pas accueillant, oui. On sait accueillir. Pourquoi on n'arrive pas à mettre cette attitude-là au service des visiteurs? Mais c'est tout ce qu'ils nous demandent. Oui. Moi, je viens d'entendre quelqu'un me dire, moi, j'aimerais bien qu'un touriste, avant de repartir, qu'il sache ce que c'est qu'un beau kit. Je lui dis, il n'y a pas de problème, oui. Qu'il sache qu'il y a un beau kit. Mais mets-en dans les hôtels aussi. Oui. Prends des produits locaux, mets-en. Vous savez, j'ai fait 3 restaurants. Oui. Je vous assure, j'étais un peu déçue. Entre ce que j'ai vu, c'était que des produits d'ailleurs. Voilà. Il faut que nous aussi, on profite de notre savoir-faire, de notre culture, de notre patrimoine, et c'est ça qui va faire venir les gens. C'est l'authenticité. Bien. Il nous faut de l'authenticité. Merci pour ce discours. Merci Madame Ferdi. Merci Kériane. Vous avez entendu ce qu'on dit des alternants et des jeunes dans les entreprises. Alors Kériane fait partie, alors je tiens à le signaler, Kériane fait partie des exceptions, oui. Et elle a une bonne capacité d'adaptabilité, oui. Et franchement, elle est intéressante. Bien, ben, tant mieux pour elle et bonne chance et bonne année 2025. Et surtout dire aux jeunes que quand ils choisissent la filière tourisme, c'est pas pour partir ailleurs. Moi, je veux bien qu'ils aillent faire des expériences ailleurs. Oui. Mais le territoire aussi a besoin. On en a besoin. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que travailler à Paris, c'est une bonne chose, travailler au Canada, c'est une bonne chose. Ou à Miami. Sur le territoire aussi, on a besoin de main-d'œuvre. Il est 13h58. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a reçu au début Sabrina Robin, qui était présidente de la commission tourisme du conseil départemental. Elle nous a expliqué un petit peu la situation à Désirade, où ils ne sont pas tout à fait ouverts à la création d'un gros groupe hôtelier, mais les Désiradiens sont en train de prendre conscience de la nécessité de créer des gîtes de plus en plus de qualitatifs aussi, et parce que là-bas, c'est une île aussi qui est intéressante, que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas. Je ne sais pas. La dernière fois, Mme Ferdi, vous étiez à la Désirade, ça remonte à combien d'années? Alors, la dernière fois, je vais vous surprendre, ça date d'il y a 3 ans. 3 ans? Par contre, M. Zodrodi, c'est la dernière fois, c'est quand vous êtes à la Alors, je vais vous surprendre. J'ai été l'organisateur de la première fête du Cabri à la Désirade. Et ça, c'est important. N'essayez pas d'embrouiller le public. Je vous ai posé une question simple. Quelle est la dernière fois que vous avez mis votre petit orteil au débarcadère de la Désirade? C'était quand? Mais c'était récemment. C'est pas bien de mentir, le petit débat s'allonger. Mais moi aussi, j'étais là à la première fête du Cabri. Oui, c'est moi qui l'ai organisé pendant 3 ans. Oui, je connais bien les Désirades. Hein. Et Mme Robin était étonnée de ce que disait de son pays, parce que vous connaissez bien la Désirade. C'était pas l'équipe en place. Bien, alors, on a reçu aussi Mme Fesfoul, la vice-présidente de la commission culture patrimoine du Cap Excellence. Elle nous a dit que pour l'instant, bon, le carnaval, bon, ça va. Ils investissent beaucoup sur le carnaval, sur la sécurité. Et elle nous a annoncé le retour du festival de musique au mois de décembre, organisé par le Cap Excellence. Et ça, c'est une bonne chose. Mais je lui ai posé une question sur ce que disait tout à l'heure Mme Cadreau. Quand est-ce que les Guadeloupéens vont comprendre qu'il faut se travailler ensemble? Elle m'a dit, c'est une question sociologique. Bon. C'est ça qu'elle m'a dit, c'est une question sociologique. Bon. Alors donc, on en est là. J'ai reçu Mme... il y a du travail. Elle m'a dit que pour l'instant, chacun veut faire un petit peu à sa mesure. Il faut aussi que nous nous prenions en charge. Je pense aussi, c'est nécessaire. Dans les informations. Vous savez, il y a un truc, on est un pays touristique et de soleil. Oui. Quand tous les matins vous ouvrez votre radio et que vous avez une information négative, quant à ça, n'en parlons pas. Je peux vous dire que ça casse. Bien sûr. Et même nos jeunes, ça ne les motive pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on profite des médias, c'est eux qui ont le pouvoir en ce moment, et bien que les médias aussi nous accompagnent à parler de choses qui sont vraies. La musique, je veux bien, les ambiances, je veux bien, mais derrière, il y a un savoir-vivre. Oui. Et on a perdu cette solidarité qui faisait la force des Antilles, c'est que on s'entraidait, on était l'un avec l'autre et on avançait. Ouais. Mais il ne faut pas attendre qu'on ait une catastrophe pour faire ça. C'est notre économie qui en pâtit, et vous voyez, les billets d'avion sont très chers en ce moment. Oui. Donc, il faut savoir que si ça continue comme ça, eh ben, il y aura de moins en moins, on ne va pas arriver à 2 millions de touristes. Et on n'aura pas de touristes, et nous-mêmes, nous ne pourrons pas sortir du territoire. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va danser toute la journée? Non, ça n'existe plus, ça. Ça s'appelle le rêve, hein. Mais moi, je ne rêve pas. Bon, on n'en rêve pas. Voilà. Merci en tout cas, Catherine, d'être venue. Merci à tous ceux qui nous regardent tous les jours. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une autre session du ZCL News. C'est, comme on dit, l'émission qu'il faut regarder. Il ne faut pas rater. Ah voilà. Oui, tout à fait. Les débats sont sympas.